Ok, bon, on va commencer. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce webinaire. Je suis accompagnée. Ah, je suis donc Carole Podimski, consultante en référente en veille réglementaire. Sur cet outil de veille réglementaire, je suis accompagnée par Damien Meunier sur cet outil depuis une bonne dizaine d'années. Oui, bonjour. Voilà. Donc, cet outil existe depuis à peu près 13 ans. Damien est plutôt spécialisé sur tout ce qui concerne la partie environnement et moi sur la partie santé-sécurité. On va démarrer ce webinaire qui va durer, je pense, une bonne demi-heure. Et puis après, on aura un petit moment aussi pour des questions si vous en avez. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez la possibilité de mettre vos questions par le chat. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de voir pourquoi faire une veille réglementaire dans un outil santé, sécurité, environnement. Comment faire cette veille réglementaire? Bien évidemment, on va vous présenter notre solution, donc le module veille SSE d'Axiline Plus, de la plateforme Axiline Plus, avec ses avantages. Et en fin de webinaire, on vous présentera deux exemples de textes d'actualité, un en environnement et un en partie santé-sécurité. Donc, je vais laisser la parole à Damien sur la première partie. Pourquoi faire sa veille réglementaire? Merci Carole donc bonjour à tous. Donc pourquoi faire sa veille réglementaire? Alors, on a essayé justement avec Carole de faire une définition issue de toutes ces années d'expérience de ce qu'est une veille réglementaire. Donc je vais vous la lire tout de suite. Donc une veille réglementaire, ça peut se définir comme une activité d'anticipation des textes de réglementation locale, nationale, européenne ou internationale susceptible d'avoir une influence sur les activités ou la stratégie d'une entreprise. Donc voilà la phrase principale. Voilà comment on peut définir une veille réglementaire. Mais il y a deux mots à retenir, deux mots principaux. Les mots anticiper et s'informer. Anticiper, pourquoi puisque bien sûr l'activité de veille réglementaire, ça permet d'anticiper les textes qui vont s'appliquer, puisque généralement vous allez avoir une période de transition. Lorsqu'un texte entre en vigueur, il n'entre pas en vigueur le lendemain de sa publication, mais généralement vous avez une phase de transition qui est justement cette phase qu'on va appeler la phase d'anticipation. Mais c'est aussi d'un point de vue au niveau des textes européens. Alors les textes européens, surtout dans nos domaines, qui sont les domaines santé, sécurité, environnement, ont un rôle primordial. Les textes européens, c'est deux types principaux, les directives et les règlements. Les directives européennes, en l'occurrence, ce sont des textes qui doivent être transposés par la suite en droit national. Et généralement, cette phase donc de transposition, c'est une phase, donc la directive est publiée au niveau européen, et derrière, chaque État a approximativement, alors ça dépend de chaque directive, mais 2 à 3 ans pour transposer dans son droit national ce texte. Donc vous comprenez bien que l'information du fait qu'une directive sort, eh bien, ça va nous permettre d'anticiper ce qui va se passer, quels textes vont s'appliquer pour nous de manière concrète. Alors bien sûr, les directives justement laissent beaucoup pour chaque pays à sa manière de transposer les directives. Donc il pourrait y avoir des différences d'un pays à l'autre. Mais vraiment là, vous voyez, le mot à retenir, c'est bien anticiper. Et le deuxième mot, c'est s'informer. Pourquoi c'est important de s'informer et de faire une veille réglementaire qui nous permet de nous informer? C'est pour connaître le contexte. Il est très important de connaître un contexte, puisque la veille réglementaire, c'est une activité liée à la politique d'un pays, à ce qui se passe, le contexte. S'il y a un accident qui survient, forcément, il y aura des réglementations qui vont sortir. C'est le contexte des inspections, on en reparlera plus tard, mais quelles sont les thématiques importantes. Donc, s'informer, c'est aussi connaître un contexte pour mieux derrière anticiper et appliquer ces textes. Voilà. On va justement aussi, pourquoi vous montrer que c'est important, c'est vous donner quelques petits exemples de textes d'actualité sur l'influence des textes réglementaires sur ces différentes activités. Donc, je vais laisser Carole qui va vous présenter déjà 3 petits exemples liés à la sécurité. Oui, moi j'ai choisi 3 exemples justement assez différents sur l'importance d'être connecté avec la réglementation.
Le premier, c'est le texte concernant l'obligation d'évaluation du radon. Je rappelle que le radon, c'est un gaz radioactif. Jusqu'à présent, cette obligation d'évaluation ne concernait que les propriétaires de ce qu'on appelle ERP, les établissements recevant du public. Et depuis récemment, depuis la modification du texte sur les rayonnements ionisants, l'obligation de faire cette évaluation concerne désormais également les locaux de travail. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte-là en premier, c'est que c'est une réglementation qui est passée assez inaperçue. Ça veut dire que si vous ne faites pas votre veille et si vous n'êtes pas connecté à l'actualité, il y a un outil de veille réglementaire, vous pouvez ne pas, vous pouvez passer à côté de cette nouvelle obligation pour les employeurs d'évaluer l'exposition au gaz radon des salariés qui travaillent en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple un petit peu différent concerne l'obligation de repérage d'amiante avant travaux. En fait, cette obligation existe depuis la loi travail d'août 2016, donc elle est assez ancienne, mais elle n'était pas entrée en vigueur. Je vous rappelle qu'avant, on devait faire des repérages d'amiante, mais pas forcément avant de faire les travaux. Évidemment, d'un point de vue prévention, il vaut mieux faire un repérage d'amiante avant de commencer des travaux. Au départ, cette obligation devait rentrer en vigueur le 1er octobre 2018, mais elle a dû être repoussée pour différentes raisons. Et il y a un décret très récent, qui a une quinzaine de jours, du 27 mars 2019, qui est enfin venu fixer le calendrier échelonné pour l'entrée en vigueur de cette obligation. Échelonné parce que selon le domaine d'activité, on ne va pas rentrer en vigueur au même moment. Mais si je prends l'exemple, par exemple, de l'obligation d'évaluation, de repérage amiante, dans les immeubles bâtis, le texte date du 27 mars et l'obligation est entrée en vigueur au 1er mars 2019. Voilà, ça veut dire qu'il faut vraiment suivre la réglementation parce qu'elle est rentrée en vigueur avant même la parution du texte. Dernier exemple, très rapidement, changement de périodicité de suivi médical. Un exemple encore un peu différent. Beaucoup d'entreprises, pendant pas mal d'années, avaient des difficultés à organiser le suivi des salariés. Alors, on va parler de salariés qui n'ont pas de risque particulier, pour lesquels la périodicité était à 2 ans. Les médecins du travail n'arrivaient pas à suivre cette échéance. Depuis 2 ans maintenant, cette obligation est passée à 5 ans. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de récent, mais c'est quelque chose d'assez impactant, puisque d'une obligation qu'on n'arrivait pas à suivre, on en fait une obligation que normalement aujourd'hui on devrait avoir beaucoup plus de facilité à suivre, à savoir donc faire suivre ses salariés tous les 5 ans par un médecin du travail pour les salariés qui n'ont pas de risque particulier. Dernier exemple concernant la partie environnement. Voilà, donc pour les questions plus d'environnement et de risques industriels, une des réglementations qu'on va suivre vraiment de manière importante, c'est les modifications de la nomenclature ICPE. Alors la réglementation en question, c'est la réglementation ICPE, donc qui veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Cette réglementation, pourquoi cette réglementation-là, elle est importante, elle est vraiment structurante. C'est-à-dire que c'est une réglementation qui va adapter les prescriptions d'une entreprise au risque qu'elle présente, au risque industriel qu'elle présente et au risque qu'elle présente pour l'environnement. Donc, en fonction des risques, vous aurez des prescriptions qui seront plus importantes. Et ça peut évoluer. Et comment on identifie ces risques et on adapte justement les prescriptions, c'est grâce à un outil qui s'appelle la nomenclature ICPE. Cet outil-là, c'est un outil qui évolue. Il évolue à peu près 3 à 4 fois par an. Et c'est hyper important parce que lorsque vous avez ce type d'évolution et qu'elle, justement, potentiellement, elle a un impact sur votre propre activité, ça peut être un impact énorme parce que vous pouvez avoir, par exemple, à déposer un dossier, un dossier, typiquement un dossier d'autorisation ICPE, c'est un travail qui dure à peu près, c'est 2-3 ans de travail. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc, forcément, ça a une influence énorme sur votre activité. Et donc, il faut absolument le surveiller. Donc, voilà en quoi on vous a donné ces petits exemples. Vous avez une idée, voilà, en quoi c'est important de faire sa veille réglementaire. Maintenant, sa veille réglementaire, comment on va l'intégrer dans un outil de gestion santé, sécurité, environnement. Alors, nous, notre outil, c'est l'outil qui s'appelle Accident Plus, l'outil que propose Heming, donc je vous présente la page d'accueil ici, qui se présente sous la forme de différents modules qui sont tous liés justement à la gestion de vos risques professionnels.
Alors nous, notre module, donc c'est le module veille réglementaire, mais vous voyez que vous avez d'autres modules, typiquement le module gestion des événements, qui va permettre d'intégrer tous les événements accidentels, les incidents ou d'autres événements, des accidents environnementaux, que vous allez pouvoir intégrer et suivre justement grâce à cet outil. Le module risque, qui lui est typiquement issu même d'une obligation réglementaire, puisque c'est l'équivalent du document unique qui est demandé par la réglementation. Et là, vous voyez que tous ces modules vont aussi se parler entre eux. C'est-à-dire que vous allez mettre des actions liées justement à des risques que vous avez identifiés. Mais ces risques peuvent être aussi liés à une non-conformité réglementaire. Et donc derrière, vous pourrez relier tout cela ensemble. De la même manière, un accident est peut-être lié à une non-conformité réglementaire. Et donc derrière, on va relier les actions issues de cet accident aussi potentiellement une non-conformité réglementaire. Vous voyez, donc tous ces modules vont pouvoir parler ensemble. Voilà l'intérêt un petit peu que le module veille réglementaire s'intègre typiquement dans un outil de pilotage de vos risques professionnels. Alors maintenant, on va rentrer plus dans le détail de comment faire sa veille réglementaire. Comment on peut la faire entre chaque entreprise, comment on va pouvoir faire cette veille réglementaire. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on va appeler la veille réglementaire basique, c'est-à-dire la veille efficace, où on va ne rechercher que l'information efficace. Donc ça, il y a 3 sources principales. La première, le journal officiel de la République française, puisque c'est là que l'on retrouvera tous les textes réglementaires, les principaux étant les lois, les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Ce sont ces textes-là qui sont réglementaires et qui donc vont potentiellement nous donner des obligations. L'autre source, eh bien, c'est le journal officiel de l'Union européenne, dans lequel on retrouvera les 2 types de textes principaux, c'est-à-dire les règlements et les directives. La différence entre les deux, donc le règlement s'applique directement en droit, c'est-à-dire en droit français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une transposition. Donc quand vous voyez apparaître un règlement, vous savez qu'il s'applique directement en droit français. La directive, elle, par contre, a besoin d'être transposée. Et donc c'est ce que je vous disais en introduction, je vous parlais de l'anticipation avec une directive, c'est le meilleur moyen d'anticiper puisqu'on sait qu'en plus on a une date à laquelle elle doit être transposée. Donc forcément, donc c'est vraiment les 2 types de textes qu'il faut retenir, directive et règlement. Au niveau Légifrance, eh bien là, on pourra accéder, la 3e source, c'est Légifrance, parce que là, on pourra accéder à vraiment toute la réglementation française. Et principalement aujourd'hui, les codes, puisque tous les textes qui sortent aujourd'hui, que ce soit les lois ou les décrets, vont créer des articles de code. Donc nous, dans nos domaines, les codes les plus importants, ce seront code de l'environnement, code du travail, code de l'énergie, et puis d'autres codes qui peuvent être code de la sécurité sociale, code de la santé publique, qui vont aussi entrer dans, justement, dans le périmètre de notre veille. Parce que nous, vraiment, notre veille est une veille santé, sécurité, environnement. Alors maintenant, cette veille basique, ça c'est le basique. C'est-à-dire que mes informations, je n'ai que ces sources-là, qui sont les sources, entre guillemets, officielles et importantes. Alors, se limiter à ces sources-là, le souci, c'est qu'on peut passer à côté d'informations essentielles, qui justement se rapportent à ce fameux contexte. Alors, on vous en donne quelques-uns en dessous. Il peut y avoir des rapports, par exemple, issus de l'Assemblée nationale. Vous avez beaucoup de rapports parlementaires qui vont vous donner des informations qui vont surtout vous permettre d'anticiper. Je pense que, Carole, je ne sais pas si tu veux… Oui, effectivement, sur les rapports, un exemple que je peux donner qui est quand même important et dont vous avez dû entendre parler, c'est le rapport qui est paru l'été dernier de la députée Charlotte Lecoq, qui s'appelle Santé au travail vers un système simplifié pour une prévention renforcée. Et dans ce rapport, il y en a eu beaucoup l'année dernière qui sont parus, mais dans ce rapport en particulier, il y a énormément de propositions qui ont été amenées par Madame Lecoq et Monsieur Dupuis, et qui pourraient effectivement amener des changements importants dans le code du travail, dans la prévention des risques professionnels, mais aussi dans l'organisation, notamment des services de santé au travail, etc. Donc c'est vrai que c'est des textes qui ne sont que des rapports, mais qu'il est important de connaître et de suivre quand même. Voilà, il y a d'autres types de documents. Il y a les instructions. Donc les instructions, c'est des textes qui sont issus des ministères, qui vont principalement être, les instructions, visent surtout tous les fonctionnaires d'État qui vont justement avoir, ça va leur donner des instructions par rapport à leur travail sur tout contrôle. Des avis, des études aussi qui viennent d'organismes d'État comme l'INRS, l'ANACT, l'ADEME pour l'environnement, l'INERIS, tous ces organismes qui font un gros travail de prévention
vont aussi nous aider à mieux comprendre et à mieux appréhender la réglementation. Donc là, quel est concrètement l'intérêt de ça? C'est surtout de ne pas oublier une donnée essentielle, et ça c'est vraiment quelque chose d'important que nous on a remarqué, Carole et moi, depuis ces 10 années, avec ces 10 années d'expérience, c'est que souvent on oublie la question importante qui est que dans quel but le législateur a-t-il mis en place cette réglementation? Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est typiquement français. En France, on produit énormément de réglementations. Et ça, c'est vraiment notre culture française qui fait qu'on produit énormément de réglementations. Le problème de ça, c'est que des fois, les textes sont tellement longs, écrits de manière complexe, on y passe énormément de temps et au final, on a complètement oublié quel était le but au départ. Oui, tu veux ajouter quelque chose, Carole? Oui, juste avant de te laisser poursuivre, du coup, je voulais insister sur le fait que dans la veille réglementaire qu'on propose, une des forces justement de cette veille, c'est de retraduire en fait les textes réglementaires que vous allez avoir, donc qui sont des fois compliqués à comprendre, sous des formats exigences qui vont être simplifiés, sous des formats exigences dans le sens je dois mettre en place ceci ou mettre en place cela. Donc on le verra dans la démonstration. Voilà, donc ça, c'est toujours dans cette idée d'être plus efficace et de gagner du temps et de mieux comprendre la réglementation. Alors, pourquoi c'est important? C'est aussi parce que moi, par exemple, je fais beaucoup de diagnostics réglementaires et quand je vais chez le client, une des choses que j'observe le plus souvent, c'est que beaucoup de salariés font par exemple, des contrôles, mais ils font le contrôle, si vous voulez. Ils oublient complètement le but de ce contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment très souvent. Et c'est vraiment lié à cette complexité de la réglementation française et cette perte de sens, cette perte de contexte, justement. Et c'est pour ça que c'est important d'enrichir sa veille pour comprendre le contexte d'une réglementation. Alors maintenant, faire ça, forcément, c'est plus difficile parce que ça fait une grande quantité de textes à étudier, ça demande beaucoup plus de temps. Et puis, bien sûr, avec la difficulté de compréhension de ces textes, la manière dont sont écrits les textes, ça devient très difficile de comprendre ces textes et donc forcément, voilà, c'est quelque chose de très complexe. Alors, le choix justement pour ça, quel choix font les entreprises? Elles font celui d'externaliser leur veille. Pourquoi? Ça va permettre de gagner du temps, puisque voilà, c'est un temps qui va être, ce sont les entreprises extérieures qui vont gérer ceci. On gagne en exhaustivité. Ça donne surtout accès à un support extérieur. Et surtout, ça va faciliter la compréhension des textes pour certaines veilles. Alors justement, maintenant, on va vous montrer, nous, comment on va essayer de mixer un petit peu cette veille basique, vous aider à arriver à ce résultat d'avoir une veille qu'on va dire premium, où vraiment on va enrichir cette veille. Donc, quelles sont les solutions que nous, on va vous proposer et la solution de notre module pour arriver à ça. Et justement, avoir une veille qui soit vraiment efficiente, c'est-à-dire que vous ne perdiez pas trop de temps, ce soit rapide, mais en même temps, ce soit efficace. Alors, je vais laisser Carole qui va vous expliquer une des solutions importantes qu'on a choisies. Oui, au-delà de ce que je disais tout à l'heure, donc de ce découpage qui est à l'origine de notre veille réglementaire, ce découpage de textes compliqués sous un format exigence assez simple à appréhender, on est allé un petit peu plus loin parce qu'on s'est dit que ce n'était pas suffisant puisqu'on avait aujourd'hui simplement une classification en deux types de textes, un texte avec des exigences et un texte sans exigences. Et dans les textes sans exigences, on a décidé de les reclasser également en trois catégories. La catégorie des textes qui sont importants, des informations qui sont à connaître en priorité parce qu'elles ont un impact certain sur votre activité. Des textes qui sont notés à savoir, une information qui est moins prioritaire mais qui peut être intéressante à connaître. Et des textes qui sont marqués à titre d'information. C'est une information non prioritaire. Ça va être souvent des guides qui peuvent vous aider, des guides des études qui peuvent vous aider aussi à mieux comprendre une réglementation. Donc, on reviendra là-dessus en fin de webinaire. Là, Damien va effectivement vous passer à la démonstration de l'outil pour vous montrer un petit peu tout ça. Vous montrer donc cette veille, on va dire simplifiée. Pendant qu'il se connecte, j'en profite aussi pour donner un autre élément de la veille, c'est que bien évidemment, elle est personnalisée, c'est-à-dire que là, on va vous présenter des textes que peut-être vous n'auriez pas dans votre veille, puisque la première étape d'une veille réglementaire, ça va être de choisir quelles sont les thématiques qui vont vous concerner. Et en fonction de ça seulement, vous recevrez les textes et les exigences qui concernent bien évidemment votre activité et votre domaine.
Voilà, donc notre outil, voilà, vous voyez qu'il est intégré donc à la plateforme que l'on appelle Accident Plus, de pilotage de vos risques professionnels. Il va parler justement principalement avec deux modules, qui sont le module tableau de bord, qui permet de piloter sa veille, surtout avec des indicateurs, et de faire des bilans pour voir où on est, le taux de conformité, où on en est sur certaines thématiques, etc., etc. Et puis surtout, la partie plan d'action, puisqu'on va associer des non-conformités réglementaires à des actions. Donc, je vais rentrer dans notre outil de veille réglementaire. Et justement, notre outil, on l'a vraiment divisé en deux éléments principaux. Tout d'abord, la partie que l'on appelle veille et la partie que l'on appelle exigence. La partie veille, c'est vraiment la partie où on va s'informer justement. Et je vais vous montrer, c'est là que vous retrouverez la fonctionnalité de classement par priorité des textes. Puisque la partie exigence, elle, ne va s'intéresser qu'aux textes issus des journaux officiels, puisque ce sont uniquement ces textes-là sur lesquels vous aurez des obligations et sur lesquels vous devrez vous positionner, dire je suis conforme, non conforme, etc., etc. Donc veille, c'est entre guillemets la partie qu'on vous a appelée premium, c'est-à-dire la partie contexte, et exigence, c'est la partie purement efficace, les textes, purs et durs. Donc en l'occurrence, on peut aller que sur la partie exigence, donc on aura une veille efficace, on gagnera du temps. Maintenant, comme on vous disait, c'est quand même intéressant d'aller dans la partie veille pour justement profiter, enrichir sa veille et mieux comprendre les textes. C'est surtout pour mieux comprendre les textes que c'est important. Donc, je vais vous montrer dans cette partie veille comment ça se présente. Vous voyez, donc, Carole vous parlait des trois niveaux, important, à savoir et information. Vous voyez que ça apparaît ici à gauche. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que notre veille est une veille personnalisée. Ça veut dire que quand on commence à travailler avec nous, on va identifier les thématiques qui vous concernent. Vous voyez, par exemple, ici, ce texte concerne les entreprises ferroviaires. Donc, forcément, si vous ne travaillez pas dans le ferroviaire, ce texte ne vous intéressera pas. Donc, vous n'aurez pas ce texte. Donc, nous, on va choisir les thématiques qui vous conviennent et derrière, vous n'aurez que les textes qui vous concernent. Donc, ça, c'est le premier tri, entre guillemets, qu'on va faire dans les textes. Et puis, le deuxième tri, c'est celui, justement, avec cette priorisation. Vous voyez, là, quelqu'un qui travaille dans le ferroviaire, il a un texte important, c'est un texte européen qui est justement lié au ferroviaire. Donc, on lui a mis en important. Maintenant, si on regarde les autres textes, vous voyez que vous avez des textes, à savoir information. Bien sûr, l'outil vous présente en premier les textes importants pour que vous cliquez sur le bouton, immédiatement vous êtes dirigé vers ce texte important. Alors sur la veille du mois de février, juste pour information, c'était une veille assez faible en actualité. C'est pour ça qu'effectivement il n'y a pas grand-chose. C'est aussi intéressant de remarquer qu'il peut y avoir des veilles qui sont très conséquentes avec énormément de textes. Donc un outil va vraiment nous aider à faire le tri. Il y a des mois qui sont effectivement plus calmes comme le mois de février. Voilà, comme vous voyez aussi, hein, c'est une veille mensuelle, hein, c'est-à-dire que nous publions nos textes au 10 du mois N+1. Donc ça veut dire que là, les textes du mois de janvier 2019, nous les avons publiés au 10 février. Au plus tard. Au plus tard, voilà. Ça peut se passer avant, hein, bien sûr. Donc nos textes sont présentés sous la forme où vous avez ce que nous on appelle la phrase d'alerte qui vous permet de mieux comprendre ce qu'il y a dans le texte. Alors ce texte-là, justement, que vous voyez apparaître en important, c'est celui sur lequel je ferai un petit focus. J'y reviendrai après, mais vous verrez pourquoi ce texte-là est très important. Mais là, c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. L'idée, c'est de vous dire, potentiellement, les textes qui sont en information, on n'ira pas forcément les voir. Si on n'a pas beaucoup de temps, on va pas forcément les voir. Par contre, le texte que nous, on vous a indiqué en important, là, il faut qu'on y consacre un petit peu plus de temps. Je vais juste maintenant vous montrer le deuxième pendant de notre outil, qui est la partie exigence. Donc, nous, on appelle ça un outil de gestion de la conformité. C'est vraiment le nom qu'il faut donner à cet outil. C'est typiquement les outils dont on a besoin lorsque l'on va faire, on est certifié selon les normes ISO 14001, OSHA 18001, bientôt ISO 45001, mais toutes ces normes de management de la sécurité, de l'environnement et de l'énergie vous demandent d'avoir un outil qui vous permette de piloter votre conformité. Alors, pas forcément d'avoir un outil, mais d'être capable de piloter votre conformité. On vous impose de connaître votre état de conformité. Voilà. Donc l'outil là, à partir du moment où vous allez noter votre conformité ou non-conformité sur certains textes, à tout moment, vous pouvez effectivement justifier de votre état de conformité à l'instant T. Vous voyez, notre outil présente l'ensemble des textes avec le nombre d'exigences rattachées à chacun de ces textes.
Alors, je ne sais pas si Carole veut commenter un texte. Bah, Là, peut-être c'est le prendre texte le sur le document rayonnement unique, ionisant. peut-être sur les rayonnements ionisants, parce qu'il est compliqué celui-là. Bon, alors on va peut-être on va en prendre un autre, mais juste pour que vous voyez un petit peu la manière dont l'outil fonctionne. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de faire de la sélection de masse, c'est-à-dire que si vous êtes, je vous montre ça juste très rapidement, mais si vous souhaitez aller très très vite et traiter votre veille très très rapidement, vous avez la possibilité de cocher l'ensemble de vos exigences et derrière de, entre guillemets, passer en conforme l'ensemble de vos exigences. Donc ça c'est pour les feignants, entre guillemets. Je ne le conseillerais pas. Oui, on peut peut-être. Mais je peux vous montrer. On va prendre celui-ci. Peu importe. C'est pas le plus simple, mais parce qu'effectivement, c'est la réglementation sur les rayonnements ionisants. Voilà. Donc, Carole va vous présenter un peu comment on construit nos fiches. Donc, sur ce texte-là, effectivement, on va à chaque fois donc vous donner. Ah, pardon. Hop. Attends, je regarde. Attends, je vais vous le. Hop, on va remettre le texte. Hop, 6402. Mais est-ce que je suis pas en face de l'écran, c'est pour ça que du coup. Hop là, on y retourne. Voilà. Donc l'idée à chaque fois, c'est bien de vous présenter. Voilà, là on voit les dispositions de cette fiche. Alors je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais les dispositions de cette fiche s'appliquent. Donc on explique comment s'appliquent les différentes définitions, des sens, voilà. Et ensuite, on va prendre par exemple remonte avec celui avec le tableau. Voilà. Là, par exemple, on fait une compilation de l'ensemble des exigences en termes de limitation Ah non, ça c'est la désignation des zones identifiées. Bon, peu importe, c'est un peu compliqué sur les rayonnements ionisants, mais là, on va effectivement vous présenter les zones en fonction. Donc, on fait une compilation de différents articles. C'est ce que vous voyez sur la première ligne, article R44, 51, 23 à 25. En fait, dans le Code du travail, on a au moins 3 articles qui parlent de la même chose, qui parlent de comment on délimite une zone identifiée, même si vous ne savez pas ce que c'est, peu importe. Hein. L'idée, c'est qu'on va compiler tout ça dans une même exigence pour être plus simple. Et ensuite, ici, pour l'instant, l'exigence, elle est en non traité. Si vous avez respecté cette réglementation-là, on va effectivement pouvoir aller dire, je suis conforme sur cette partie-là. Voilà. Et cette exigence, effectivement, va devenir traitée. Hop. Bon, c'est pas grave, c'était un mauvais exemple. On va prendre celle-ci. Numéro 4. Voilà. Celle-ci, comme vous voyez, va passer en conforme et donc ainsi de suite. Et bien sûr, la possibilité, ce que vous pouvez faire, c'est traiter les exigences en masse pour aller un petit peu plus vite, ce qui vous permettra. Bon, alors là, c'est une fiche qui est un petit peu complexe. Oui, c'est une des plus compliquées. Ce qu'on veut juste, voilà, on n'a pas choisi un bon exemple. Mais en fait, si, dans le sens où c'est un exemple récent, donc c'est pour ça que je suis restée calme là-dessus. L'idée qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on va vraiment mettre en forme l'exigence. Si là, on vous montrait, et on peut le faire, on peut vous montrer le texte d'origine, vous verriez que vous n'avez pas tous ces tableaux, vous n'avez pas toute cette organisation des textes, et c'est ça vraiment qui va vous permettre de mieux comprendre la réglementation. Donc juste maintenant, on va revenir à notre présentation sur la partie veille et justement ces priorités. Et en quoi c'est fondamental? Je vais repasser à notre présentation du webinaire. Oui, alors du coup, je vais reprendre la main sur cette partie-là rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va tenir les délais. Voilà, on vous a mis des exemples. Alors, sur la partie gauche de la slide, sur la partie sécurité, de 3 types de textes, alors récents, qui peuvent être classés en important, à savoir information. Et sur la partie droite, en partie environnement. Donc, je vais partir du bas du tableau, sur la partie information. Par exemple, vous allez retrouver dans la veille du mois de février une étude sur le télétravail. C'est une étude qui est intéressante. Aujourd'hui, il y a eu énormément d'explosions du télétravail en 2017-2018. Et dans cette étude, on retrouve des conseils en termes de management, etc. Donc, c'est une étude qui nous a semblé intéressante, mais ce n'est quand même qu'une information. Dans les textes à savoir, j'ai mis un guide de la Direction générale du travail sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement d'actualité. Et quand on a la chance d'avoir la Direction générale du travail qui fait un guide, c'est classé effectivement dans la partie à savoir, puisque c'est des textes qui peuvent, c'est des guides qui peuvent vraiment faire référence sur ces sujets-là. Et dans la partie importante, j'ai mis une instruction qui reboucle avec la pénibilité. Donc, mais je terminerai là-dessus, donc je laisse la parole à Damien. Alors de mon côté, je
je vais montrer par rapport à des textes réglementaires qu'on voit régulièrement. Moi, par exemple, en information, là, je vous donne un exemple des textes qu'on voit souvent passer. C'est par rapport à la réglementation sur les certificats d'économie d'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est une réglementation que vous connaissez, mais pour résumer, pour synthétiser, l'idée, c'est que tous les énergéticiens, donc ceux qui produisent de l'énergie, doivent faire des économies d'énergie. Et pour prouver qu'ils font des économies d'énergie, en fait, ils ont besoin de certificats. Ces certificats correspondant à des investissements, des gens qui ont par exemple acheté une nouvelle chaudière à condensation, un nouvel équipement qui permet d'économiser de l'énergie. Et donc, ce sont des textes de loi qui disent cette chaudière, voilà son efficacité et voilà à quoi elle correspond en termes de certificat. Et donc, ce que l'on voit passer souvent comme texte, ce sont les textes qui modifient justement toute cette liste de certificats. Alors, c'est pourquoi je vous ai mis cet exemple-là, c'est pour que vous compreniez que ce type de texte, on les voit passer très régulièrement, mais bien sûr, ça intéresse les gens uniquement qui ont besoin de connaître, ça intéresse surtout les personnes qui vont faire un investissement dans un équipement qui consomme de l'énergie. À un instant X ou Y, voilà, ils auront besoin de faire cet investissement, et là, ils iront voir cette réglementation. Mais on va dire, hors de ce cas-là, ils n'auront pas vraiment besoin de cette information-là. Le deuxième exemple, qui ont à savoir, c'est lié à une réglementation qui est l'obligation de faire un audit énergétique pour certaines entreprises. Donc, c'est en fonction d'un seuil de nombre de salariés qui fait que vous avez l'obligation de faire un audit énergétique. Et bien là, ce texte que je présente ici, l'arrêté du 15 novembre 2018, qu'est-ce qu'il dit? C'est un texte qui dit, voilà, le rapport de cet audit énergétique, vous devez aller le déposer sur le site à tel endroit, et voilà les données que vous devrez déposer à tel endroit. Cette information-là, entre guillemets, c'est une information importante, mais entre guillemets, la vraie information, ce serait celle de vous dire, j'ai un audit énergétique à faire. Cette information-là, c'est un petit peu une information plus de comment je vais déposer mon texte. Ça vient bien sûr en dessous en termes de priorisation. Et ce que je vous ai mis en important, donc là j'y reviens, c'est le texte que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'instruction du 4 décembre 2018. Donc ça va nous permettre de reboucler avec le début de la présentation. Donc là, c'est l'instruction qui est liée, qui présente les thèmes prioritaires d'Action nationale 2019 ICPE. Alors, qu'est-ce que c'est cette instruction? C'est une instruction qui est faite chaque année, par laquelle on va publier on va donner les thématiques importantes pour les inspecteurs de l'environnement. Les inspecteurs de l'environnement, c'est ceux qui vont venir contrôler toutes les installations classées en France. Donc, certaines ont une visite annuelle. Et là, eux seront vraiment les plus concernés, ceux qui savent qu'ils ont une visite chaque année. Parce qu'ils vont savoir que lorsqu'ils vont venir, voilà les thématiques les plus importantes. Voilà celles qui seront regardées par les inspecteurs. Donc, vous voyez que ce type de texte, c'est qu'une instruction, et c'est un texte forcément qu'on n'irait pas forcément voir, parce que c'est un texte un petit peu caché, qui n'est pas destiné concrètement à nous, mais qui permet d'avoir vraiment une information essentielle pour contextualiser. Donc, voilà pourquoi ce type de texte, nous, on l'a classé en important, parce que vous avez besoin de ça pour préparer, entre guillemets, la visite des inspecteurs chez vous. Voilà. Et je vais laisser maintenant la parole à Carole, qui, elle, va vous expliquer pourquoi elle a mis en important son instruction du 14 mars 2019. Oui, alors effectivement, je l'ai mis en important, notamment parce que ça permet à la pénibilité de refaire son apparition sur le devant du terrain. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez entendu beaucoup parler de pénibilité depuis 2012. L'année dernière a été une année plutôt calme. Et on a quand même quelque chose qui paraît cette année qui vient nous réexpliquer le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente concernant les 4 facteurs qui ont été retirés de l'obligation de diagnostic dans l'ordonnance de Emmanuel Macron fin 2017 et du coup réintégrés dans la possibilité en fait d'obtenir une retraite anticipée en cas de maladie professionnelle. Donc je vais détailler cette partie. Donc, je rappelle, petit historique, parce qu'en pénibilité, on est toujours un petit peu obligé de le faire, que la loi de 9 novembre 2010 qui porte réforme des retraites avait ouvert le droit à une retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans si une personne souffre d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle, MP, ou au titre d'un accident du travail
appelé accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, mais justement, l'instruction va réexpliquer ce qui est entendu dans cette appellation-là. Ensuite, il y a l'ordonnance de fin 2017, donc, qui fait partie des 5 ordonnances un peu qu'on a appelées les ordonnances Macron, qui a élargi les conditions d'accès à ce dispositif pour justement les victimes de maladies professionnelles liées à 4 types d'exposition à des facteurs, alors que je vais appeler encore facteurs de pénibilité, même si le terme pénibilité a disparu du Code du travail, mais il est plus court que exposition à des facteurs de risque professionnel mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail. Donc les 4 facteurs pénibilité, les postures pénibles, la manutention manuelle, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux. Je vous rappelle donc que vous n'êtes plus obligé de faire le diagnostic des expositions de vos salariés à ces facteurs-là, mais que par contre, s'ils ont une maladie professionnelle liée à ces facteurs-là, à ce moment-là, ils pourront partir à la retraite anticipée à 60 ans en fonction du dispositif donc, que je vais vous expliquer. Et donc, cette instruction, elle apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette législation. Alors, je vais vous donner quelques exemples vraiment pour terminer. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, pour revenir un petit peu à ce que disait Damien tout à l'heure, typiquement, cette instruction qui doit faire une vingtaine de pages, j'ai fait un document dessus qui permet de synthétiser sous format de tableau les différentes démarches que les entreprises vont avoir à faire en fonction, enfin les salariés, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. Si je suis un salarié, donc premier tableau, qui a un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20%, qui résulte d'une maladie professionnelle, donc j'ai un droit à la retraite ouvert sans autre condition, c'est le cas le plus simple. Si j'ai un taux d'IPP au moins égal à 20% qui résulte d'un accident du travail, on devra vérifier simplement l'appréciation de la notion de lésion identique, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Si j'ai un taux d'IPP entre 10 et 19%, premièrement, qui résulte d'une maladie professionnelle, cette fois consécutive à mes fameux facteurs de pénibilité, à ce moment-là, j'aurai besoin d'avoir l'avis de la commission, l'avis de la commission pluridisciplinaire, justement, ne sera pas requis, puisque c'est l'évolution qu'a mis en place Emmanuel Macron. Donc, à partir du moment où je suis exposée à une maladie professionnelle parce que, à partir du moment où j'ai une maladie professionnelle parce que j'ai été exposée à la manutention manuelle, à ce moment-là, effectivement, droit à la retraite ouvert à 60 ans sans autre nécessité. Si ce taux réside d'une autre maladie professionnelle, à ce moment-là, l'avis de la commission pluridisciplinaire est requis. Et enfin, s'il résulte d'un accident du travail, non seulement j'ai l'avis de la commission pluridisciplinaire qui sera requis, mais on devra également vérifier cette appréciation de notion de lésion identique. Rapidement sur la date d'application, ça s'applique à la prise en compte des effets d'exposition aux facteurs de risque professionnel et au C2P, donc au compte permanent professionnel de prévention, aux pensions qui prennent effet à compter du 1er octobre 2017, donc aux assurés qui sont âgés d'au moins 60 ans à partir de cette date. Et voilà, là, je vous donne quelques exemples qui sont très intéressants dans cette instruction. L'intérêt des instructions, c'est que souvent, vous avez des annexes sous format fiche synthétique et du coup, ça permet de bien comprendre la réglementation. On vous explique par exemple que le taux de 20% peut être obtenu par l'addition de plusieurs taux d'incapacité sous réserve qu'au moins un des taux soit égal à 10%. Voilà, parce qu'effectivement, on pourrait très bien, donc c'est l'exemple que je donne dessous, on peut avoir un taux de 15% reconnu au titre d'une maladie professionnelle, par exemple. Le même salarié, bien sûr, a un autre taux de 5% cette fois reconnu au titre d'un accident du travail. Comme le taux, un des deux taux est égal au moins à 10%, alors le cumul des taux est possible. Voilà. Donc après, je vous réexplique, je vous donnerai les slides, hein, je vais pas détailler un peu plus cette partie-là, puisque je vois que le temps passe. Dernière slide, un autre exemple. C'est l'annexe 5 qui parle aussi donc des dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles qui sont consécutives à un des 4 facteurs de pénibilité lorsque je suis entre 10 et 19%. Donc, à ce moment-là, on rappelle bien que la condition de durée d'exposition de 17 ans, qui était la condition jusqu'à présent obligatoire dans la réglementation pénibilité, on va dire d'avant, de même que le lien entre que la condition de lien entre le taux d'IPP et l'exposition est supprimée. Voilà, donc l'avis de la commission n'est plus requis, ça c'est ce que j'ai dit. Et on a ensuite un arrêté de décembre 2017 qui a fixé l'ensemble des maladies professionnelles qui peuvent être consécutives à ces 4 facteurs de risque
Et voilà, l'idée, c'est que si vous êtes dans les tableaux de maladies professionnelles qui sont listés dans cet arrêté, à ce moment-là, ben, le lien est établi automatiquement entre votre exposition, par exemple, à une posture pénible et votre maladie professionnelle. Alors qu'auparavant, on devait justifier 17 ans et qu'on devait justifier d'un lien d'exposition. Voilà, je vais pas détailler la dernière slide, simplement pour vous dire, c'est ce que je vous dis en introduction, c'est ce qu'il y a dans le petit encart, que l'arrêté du 30 mars 2011 a fixé justement la liste des lésions consécutives à un accident du travail qui sont identiques. Donc cette fameuse notion de lésion identique, vous la retrouverez dans un arrêté qui est très ancien, mais qui est toujours d'actualité. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je ne voulais pas passer trop de temps sur cette instruction, mais c'était simplement parce que c'est un sujet d'actualité qui peut-être vous a échappé. On a fait le tour de l'ensemble de la présentation de la veille. Je ne sais pas si Damien, tu as quelque chose à ajouter. Non, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions. Je vais préciser justement 2 choses par rapport aux questions avant de conclure. Vous pouvez de toute façon, après le webinaire, nous adresser vos questions avec l'adresse qui s'affiche sur la slide hrperformance@aiming.com. Et quelque chose que l'on n'a pas signalé aussi au moment de et j'y pense au moment de la présentation de la veille, c'est que cette veille est aussi reliée à un accès en ligne pour vos questions. C'est-à-dire que quand dans votre veille réglementaire, vous avez des questions ou des choses qui vous paraissent pas claires, il y a effectivement une assistance pour qu'on puisse vous répondre et vous aider, vous accompagner le mieux possible sur la veille réglementaire que vous aurez mis en place. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous vous remercions. Et oui, voilà, nous restons à votre disposition sur ce sujet. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.